Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Éric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts. Bonjour. Bonjour David Jalco. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Plein de sujets à voir ensemble, évidemment les résultats de la Caisse 2022 qui sont bons, on va expliquer pourquoi, mais d'abord, et j'ai envie de vous entendre parce qu'on vit 10 jours fous quand même, je veux dire, on a eu 3 banques régionales américaines qui ont fait faillite, on a eu le Crédit Suisse, banque systémique au cœur de l'Europe, même si ce n'est pas dans la zone euro, qui a été sauvé in extremis en un week-end, enfin voilà. Comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous avez un peu tremblé quand même? Vous vous êtes dit, oh là là, on est en train de revivre un potentiel Lehman bis? Est-ce que vous étiez serein, même si vous n'étiez pas concerné au premier chef? On se dit quoi en ce moment-là? On se dit que l'histoire bégaye, hein? Alors, on est concerné parce qu'on est au cœur du système financier mondial, quoi qu'on fasse. Je suis resté serein parce que depuis 2008, des mesures ont été prises pour consolider les banques et puis veiller à ce que... En zone euro. Alors, c'est ça qui est intéressant. Voilà. C'est que ça a été fait pour consolider les banques mondiales. Et le président Trump a décidé, quand il était président des États-Unis, de sortir beaucoup de banques américaines, celles qui ont moins de 250 milliards d'euros d'actifs, de la régulation et de la supervision. Et on voit bien le problème. Et c'est ces banques-là qui ont eu un problème. Donc elles ne sont pas systémiques. Les banques systémiques américaines, elles sont régulées par Bâle III comme les banques européennes, comme toutes les banques européennes. Et on voyait bien que les effets de contagion étaient a priori limités, parce que ce qui s'est passé en 2008, c'est que les Américains avaient émis des subprimes et les avaient distribués à toute la planète. Ouais. On ne savait pas où c'était, on savait que c'était pourri. Je résume. Là, c'est des sujets très localisés dans des fonds de commerce particuliers. Silicon Valley Bank, c'était les startups de la Silicon Valley. D'autres banques, c'est l'immobilier de tel ou tel État. Donc, il n'y a pas d'interconnexion. Oui, mais il y a une panique bancaire. Voir les gens se précipiter aux États-Unis. Alors, il y a eu une panique. Pour voir les gens récupérer leur argent en disant mais est-ce qu'on va tout récupérer? Enfin, mais oui, parce que le métier du banquier, c'est basé sur la Premièrement, confiance. vous avez la banque des geeks. Donc, par construction, ils sont connectés. Deuxièmement, ils ont franchement fait des erreurs de gestion il faut l'expliquer. surprenantes. Pardon, il faut expliquer, ça c'est intéressant. Oui, absolument. Alors, plusieurs choses. D'abord, quand on prend des dépôts, il faut veiller à ce qu'en face, on ait des actifs liquides. Alors, ils avaient des actifs liquides qui étaient les bons du Trésor américain, il n'y a rien de plus liquide. Simplement, il faut aussi prendre des actifs dont la valeur est stable. Ouais. Or, ils avaient pris des actifs, des bons du Trésor à 10 ans, et comme les taux ont monté, très sensible donc. Quand les taux montent, les obligations à taux fixe ont une valeur qui baisse, et donc la valeur de ces actifs avait baissé, et en réalité cette banque elle était devenue insolvable, mais on ne le savait pas, ne serait-ce par la baisse de la valeur de ses actifs. Obligataires notamment. Obligataires, mais ça n'avait pas été dit. Et puis du coup, ils devaient faire de la liquidité, parce que comme il y a eu des retards à l'allumage pour certains projets, des startups récupéraient des fonds, des fonds d'investissement récupéraient des fonds, et là, ils la ont banque fait se retrouve une erreur. Dans l'obligation de revendre un portefeuille de 20 milliards d'obligations. Ils avaient peut-être d'autres solutions, par exemple en allant chercher des fonds à la Banque centrale américaine, à la Fed. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Je pense qu'ils ont fait une succession d'erreurs, encore une fois. Donc ils ont vendu, donc ils ont dégagé de moins-value. Ouais, 2 milliards. Comme la moins-value a été dégagée, qui mettait en danger leurs fonds propres, ils ont fait une augmentation de capital, et là les gens se disent, il y a un bug. Ouais. Et quand les gens se disent sur une grande banque qu'il y a un bug, c'est aussi ce qui est arrivé au Crédit Suisse, à ce moment-là ils retirent leurs fonds. Et leur deuxième problème, leurs dépôts étaient des gros déposants, en fait assez peu nombreux. Sur les 200 milliards de dépôts, c'était des gens qui avaient chacun plusieurs dizaines de millions, plusieurs centaines de millions de dépôts. Et quand les déposants retirent par centaines de millions d'euros, ce qui est possible et ce qui peut arriver, si vous n'avez pas en face des actifs liquides à la valeur de marché, ce qu'ont toutes les banques européennes, je veux rassurer les personnes qui nous écoutent, dans ce cas-là, vous avez un problème. Et pour éviter le problème, c'est là où on apprend de Lehman, l'État américain a laissé tomber Lehman en disant, en gros, ça leur apprendra. On ne peut pas prendre de risque. Le risque, c'est celui qui l'a pris qui le paye. Ce qui, moralement, est une bonne chose, mais en l'occurrence, ça a eu des conséquences. Et là, les Américains se sont dit, on va ruiner les actionnaires et sont responsables, mais on va protéger la banque tout de suite par des mécanismes qui font que les déposants sont protégés et que donc il n'y a pas de problème systémique. Alors du coup, ça a attiré l'œil sur ces petites banques sur lesquelles la planète a découvert que ces petites banques n'étaient pas supervisées, n'étaient pas régulées, et donc toutes celles qui sont un peu en risque financier, elles ne sont pas très nombreuses, elles sont en train d'être protégées soit par l'assureur américain, le FDIC, soit par la grande banque américaine de référence, JP Morgan, qui se penche sur le berceau de Republic National Bank. Donc ça, c'est le sujet américain. Donc ça n'aurait pas pu arriver en France aujourd'hui qu'une banque ait un problème de gestion de son actif passif, de gestion de son risque de taux, avoir des gens qui veulent récupérer leurs dépôts et donc d'avoir la liquidité pour pouvoir les servir. Je vais vous dire pourquoi c'est pas possible en France, pour deux raisons. D'abord, il y a des ratios qui ont été mis en place depuis 2008 de liquidité. On est obligé
et la Caisse des dépôts est soumise aussi, à avoir des actifs liquides à la valeur de marché pour faire face au retrait. Mais suffisamment? Imaginons qu'il y ait vraiment une panique. Pour des montants massifs. Franchement, c'est des montants suffisants. Et la Banque centrale y veille. Et puis par ailleurs, beaucoup d'actifs, même si les marchés sont bloqués, peuvent être pris en pension, comme on dit, par la Banque de France, le système européen de banque centrale, pour donner des liquidités aux banques. Ouais. Deuxièmement, le risque principal pour les banques, c'est une remontée brutale des taux. Qu'est-ce que fait la Banque centrale européenne et en France, la CPR, qui est l'autorité de contrôle et de supervision bancaire? Ils font des stress tests. On est obligé régulièrement de regarder, les taux montent à 4%, qu'est-ce qui se passe sur votre bilan? Est-ce que vous pouvez encore réagir? Et si vous ne pouvez pas réagir, dans ces cas-là, il faut prendre des mesures correctrices. Donc tout ça est très encadré, très Donc ce qui s'est passé aux États-Unis n'aurait pas pu arriver en France. Alors ce qui s'est passé aux États-Unis n'aurait pas pu arriver en France. Alors il y a eu l'effet Crédit Suisse qui est un peu particulier. J'y viens. Voilà, c'est une autre histoire. Mais en France, non, ça n'aurait pas pu arriver. Aucune connexion entre Crédit Suisse et les banques américaines régionales? Vous ne voyez aucune connexion entre les deux? Je n'en vois pas a priori. Alors, je reviens sur les banques françaises. Sur les deux risques qui sont produits aux États-Unis, ça ne pouvait pas se produire pour deux raisons. D'abord, les dépôts sont très granulaires. Ouais. Donc, même si tout le monde retire ses dépôts, ça ne va pas prendre une matinée, mais même si tout le monde retirait ses dépôts en une matinée, en face, on est obligé d'avoir des portefeuilles d'actifs liquides, ce qu'on appelle les HQLA. Pardon, c'est un acronyme anglo-saxon, High Quality Liquid Assets. Ça veut tout dire des actifs liquides de haute qualité. Pour des montants massifs, il y en a pour des centaines de milliards d'euros dans le système. Et ça assure la liquidité du système. Jusqu'à un certain point. Franchement, ça a subi des stress tests absolument massifs. Encore une fois, si jamais les marchés financiers sont plus compliqués, la Banque de France prend en pension ses actifs contre du liquide. Donc, si d'aventure, les actifs des banques françaises sont à leur valeur de marché, donc contrairement à la Silicon Valley Bank, si ces actifs sont vendus, on récupère du cash à la valeur qui est dans le bilan. Et si les marchés financiers sont fermés, on va à la Banque de France, qui va donner de la monnaie banque centrale. Et donc, le système est vraiment extrêmement sécurisé. D'ailleurs, il n'y a pas eu le début du commencement d'une inquiétude en France, ni même des professionnels. Souvent, c'est les professionnels. Il y a le cours des banques, comme les cours des banques françaises ont beaucoup baissé. Hein. Oui, mais parce que du coup, les gens se disent c'est quand même un métier qui n'est pas facile. Mais sur les déposants et à juste titre, n'étaient pas inquiets dans toute l'Europe. Hein. Il n'y a eu aucune inquiétude dans toute l'Europe. Potentiellement, parce que c'est au cœur de l'Europe, parce que c'est une banque systémique. C'était systémique. Parce que Crédit Suisse 750 empruntait dans le monde entier, court terme, long terme, et puis c'était une très grande banque, puis une très grande banque d'investissement. Raison pour laquelle les autorités, non seulement suisses, mais européennes, qui ont suivi ça de très près, sont intervenues très rapidement, et sont intervenues de façon incroyablement vigoureuse, parce que ce qui a déclenché l'opération, c'est le propos maladroit d'un des grands actionnaires qui a dit « je ne mettrai pas un franc suisse de plus au capital de Crédit Suisse ». Alors quand un actionnaire dit ça, le propos était maladroit, mais ça incite à la prudence. Ce qui est surprenant, c'est que le Crédit Suisse était très bien capitalisé. C'était une des banques les mieux capitalisées et était très liquide. Mais là, il y a eu un effet de défiance qui s'est produit à la suite de ce propos. Et parce même défiance que pour les banques régionales américaines, des gens qui veulent récupérer leurs dépôts. Alors oui, et puis là, un sujet qui était un sujet de réputation, la mauvaise réputation, comme disait Brassens. Cette banque s'est trouvée embarquée dans des affaires depuis plusieurs années de façon un peu répétée. Et donc, elle a mauvaise réputation. Problème de gouvernance, d'affaires, de scandales. Alors même que la direction actuelle de Crédit Suisse sont des gens très compétents qui étaient en train de remettre la banque au carré. Et du coup, les autorités sont intervenues très rapidement pour dire, bon, on protège la banque, Union des banques suisses, l'UBS, va racheter la banque à un prix un peu à la casse, mais à un prix positif quand même. Aussi la main à l'UBS. Hein. Oui, de toute façon, ça valait mieux pour tout le monde que quelqu'un se dévoue. Et avec une mesure un peu particulière qui fait un peu de remous, on est dans les sujets techniques, mais qui peuvent intéresser vos auditeurs, sur le AT1, le Additional Tier 1, donc ce capital... La dette subordonnée. Dette subordonnée, qui normalement... C'est quoi une dette, expliquons en 2 secondes, une dette subordonnée. Donc, alors, une dette subordonnée, c'est une dette qui est moins facilement exigible que la dette normale, sur laquelle elle est remboursée normalement. La dette subordonnée n'est remboursée que si l'entreprise qui emprunte est en situation de le faire. C'est-à-dire que s'il y a un problème de rentabilité de l'entreprise, elle peut ne pas payer l'intérêt ou même ne pas rembourser la dette.
Mais normalement, le fait de ne pas rembourser la dette subordonnée, c'est éventuellement si les actionnaires, d'abord, sont passés à la casserole, si je peux dire. Mis à contribution. Et là, il y a eu une inversion un peu atypique. Qui va à l'envers de la grammaire de la finance. Oui. C'est pour ça que c'est une règle non écrite, en même temps. Non, en Suisse, c'est une règle écrite. Non, vous avez raison, de façon générale, c'est une règle écrite. Le capital d'abord, les subordonnés après, et la dette non sécurisée ensuite. Et là, ça s'est passé dans l'ordre inverse, mais les textes suisses le permettent. Et donc, les débiteurs subordonnés ont été complètement ruinés, enfin, pas ruinés, mais enfin, en tout cas, leur actif a été ramené à zéro. Les actionnaires ont été indemnisés à hauteur de 3 milliards de francs suisses, franchement, ce qui n'est pas grand-chose. Seulement qu'il y a 60 milliards de francs suisses, je crois. Et puis, alors, tous les autres créanciers... Régulateur européen qui a dit qu'en gros, c'est pas la règle en zone euro. C'est pas la règle en zone euro. Voilà, on va dire clairement que ce qu'a fait la Suisse... Aujourd'hui, le marché des obligations subordonnées de banques est fermé, mais il devrait se réouvrir parce qu'effectivement, les règles sont pas les mêmes. Donc voilà, donc le sujet Crédit Suisse est fermé. Est-ce que tout le sujet bancaire, ce stress bancaire est fermé? Est-ce qu'on passe à une autre séquence ou est-ce que ça peut repartir de plus belle? Ou est-ce que, au vu de tout ce qui a été fait, les banques centrales, les swaps en dollars, tout ce que vous voulez, les garanties de l'État suisse, les garanties du dépôt sur les banques régionales de la part de la Fed, enfin du Trésor américain, pardon, tout ce qui a été fait, c'est quand même que l'heure était grave. Est-ce que maintenant, c'est derrière nous? Ou est-ce que c'est trop tôt pour le dire? Alors, il peut y avoir ponctuellement des sujets sur telle ou telle petite banque. En Europe, je ne pense pas, parce qu'elles sont vraiment très surveillées. Moi, je ne crois pas à un risque bancaire systémique, compte tenu de tout ce qui a été mis en place, encore une fois, depuis la crise de 2008. En revanche, ce qui est en train de se passer, c'est que les banques centrales ont annoncé la couleur et remontent les taux de façon graduelle. Et c'est pas fini. Les taux de marché remontent. Et donc, ce changement de l'environnement économique va produire des effets. On voit déjà un ralentissement des transactions immobilières. Alors tout ça est maîtrisé, tout ça se fait dans la durée, mais il faudra être attentif aux conséquences sur l'économie de la hausse des taux. Donc quoi, des accidents financiers de corporate, d'entreprises qui seraient trop endettées, qui seraient en difficulté? Pardon, je ne lis pas dans votre cerveau, mais c'est ça que vous avez en tête? En fait, on a déjà eu un cas qui s'est produit, puisqu'on parle souvent d'Orpea, sur lequel la Caisse est intervenue, plutôt est en train d'intervenir. Orpea, il y a eu le problème qui a été mis à jour par le livre de Castanet, les Fossoyeurs, mais c'est aussi une entreprise qui était très endettée, avec une dette à taux variable. Et donc, le prix de la dette remontait. Je pense que les entreprises ont vu ce qui se passait, se sont organisées, ont sécurisé leurs dettes. Nous, on a, sur un domaine sur lequel on est très présent, qui est le logement social, on a veillé à ce que les organismes de logement social soient dotés en prêts subordonnés, s'il le fallait, ou en capital, pour que précisément le secteur du logement social puisse passer cette phase de hausse des taux. Je pense que dans l'économie, les banques françaises font cet accompagnement-là. Il ne faut pas exclure éventuellement que tel ou tel se retrouve en difficulté. D'autant que grâce au quoi qu'il en coûte et au travail de soutien qui a été fait pendant la crise Covid, on a vraiment beaucoup protégé les entreprises françaises. Et là, on voit les défauts commencent à repartir un peu. Ils sont toujours au-dessous de ce qui se passait avant. Mais le risque de, de ce stress bancaire, c'est que ça pousse les banques, encore une fois, à resserrer aussi le crédit, à être plus vigilantes, et donc ça freine encore plus l'économie. Le risque, il est là maintenant. Alors, c'est un risque sur lequel les banques centrales sont attentives. Il y a quand même deux outils qu'ont les banques centrales. La hausse des taux, c'est fait pour ralentir l'inflation. Mais après, elles peuvent remettre des liquidités dans le système, même à des conditions plus onéreuses, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème de liquidité. Aujourd'hui, en France, pas d'accès au crédit, pas de problème d'accès au crédit. Pas de problème d'accès au crédit. Aujourd'hui, en France, les banques françaises sont absolument pas touchées par ce qui se passe, elles sont solides et elles continuent à prêter. Et la Caisse des dépôts, qui a elle continue à prêter, mais moins quand même. On sait bien que c'est plus compliqué aujourd'hui. On entend tous des gens autour de soi dire « Ah bah oui, mais ma banque ne m'a pas prêté » ou à des conditions très élevées, ou « j'avais pas assez d'apport ». Alors, il y a deux sujets. Il y a le sujet des entreprises, sur lequel je pense qu'il n'y a pas de problème d'accès au crédit pour les bonnes entreprises, et les banques sont vraiment très présentes. Après, il y a le sujet des prêts immobiliers des ménages, sur lequel la hausse des taux, elle réduit la capacité d'emprunt des ménages. Pourquoi ? Parce qu'en France, et c'est très protecteur, contrairement à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, d'abord, les ménages empruntent à taux fixe. Ce qui fait que quand il y a une hausse des taux, ils sont protégés. On ne le dit pas assez, mais la hausse des taux ne touche pas les ménages qui se sont endettés pour acheter leur logement. Alors que des ménages sont ruinés en Grande-Bretagne, notamment à cause de ça. Deuxièmement, les banques, de façon prudente, prêtent en fonction de la capacité de remboursement des ménages. Et donc, si les taux montent, les échéances du même crédit sont plus onéreuses, et donc à revenu égal du ménage, leur capacité d'endettement décroît. Donc ces mécanismes sont sains,
au plan macroéconomique, mais ils se traduisent effectivement par une baisse de la capacité d'achat des ménages et donc un ralentissement du marché immobilier. Et ça, c'est une des conséquences effectivement de la hausse des taux. Et c'est ce que souhaitent indirectement aussi les banques centrales, parce que dans l'inflation, il y a aussi l'inflation de l'immobilier. Et c'est probablement ce que souhaitent les banques centrales. Bon, on parle maintenant des résultats 2022 de la Caisse des dépôts. En légère baisse, je crois que c'est une baisse de 9%, c'est au-delà de 4 milliards d'euros. Quel bilan on fait parce qu'on se dit effectivement 2022 en même temps est une très bonne année pour plein de sociétés cotées. Il y a eu la baisse des actifs actions et des actifs obligations en 2022. Comment la Caisse des dépôts fait pour s'en sortir aussi bien ? Alors, ce sont de bons résultats. D'abord parce que ça se compare à un résultat 2021 qui, lui, était historique, à 4,6 milliards, parce qu'il y a eu la hausse des marchés actions, la hausse des marchés de taux et le rebond économique. Et justement, comment vous faites pour faire 4,2 milliards au lieu de 4,6 milliards ou 8 ? D'abord parce que les activités opérationnelles vont très bien. Des sociétés qui avaient des difficultés pour des raisons de marché, comme la Compagnie des Alpes, sont devenues très positives. L'opérateur de transport, Transdev, est redevenu positif. Les grands opérateurs dans l'énergie, RTE pour l'électricité, GRT Gaz, ont des bons résultats. Et puis les activités opérationnelles de la Caisse des dépôts proprement dite se tiennent très très bien, avec des volumes de prêts, le volume d'investissement a triplé depuis 5 ans. Par ailleurs, on est exposé au marché financier parce qu'on a beaucoup d'investissements en actions et en taux. Il se trouve que la plupart de nos investissements en taux sont soit à taux variable, soit sur des taux indexés sur l'inflation. Donc c'est tout bon. Et donc, on a dû passer un peu de provision de milliards d'euros, ce qui n'est rien à l'échelle de la Caisse, mais le revenu de ce portefeuille a monté. Et sur les actions, alors même que les marchés actions ont baissé, on voit que sur 5 ans, on a une surperformance par rapport au marché actions de 7%, grâce à la bonne gestion des équipes en charge. Et donc, même après provisionnement, il y a un effet qui est positif. Donc, tout ça fait que les résultats sont moins flamboyants que l'année dernière, mais restent très très positifs, et surtout sont le signe d'une très grande solidité, ce qui, dans l'environnement actuel, est plutôt une bonne chose. Qu'est-ce qui a contribué le plus aux résultats, encore une fois, de la Caisse en 2022 ? Les grandes masses. Nos 2 grands moteurs de résultats, c'est l'investissement sur les marchés financiers et puis nos participations stratégiques qui sont dans le secteur concurrentiel. Et ça, c'est vraiment ce qui permet d'avoir une rentabilité qui est équivalente à celle des entreprises privées. Et ça alimente les activités d'intérêt général que nous développons, qui sont la Banque des Territoires, le financement du logement social, les prêts et les investissements décentralisés. La majorité des investissements sont décidés localement. Puis la direction des politiques sociales, qui gère la retraite d'un Français sur 5, qui gère mon compte formation pour la formation professionnelle et qui gère certains programmes d'État. Donc voilà l'équilibre. Comme dans ces activités d'intérêt général, il y a par ailleurs beaucoup de subventions, de soutien pour de l'ingénierie territoriale par exemple, ces résultats sont après ces éléments de subvention. Donc c'est dire que si on était comme une entreprise privée à ne pas faire de subvention, il serait encore plus élevé, mais c'est tout à fait précieux que ces résultats permettent d'alimenter l'intérêt général et ces activités. La remontée des taux d'intérêt et le fait que les taux restent a priori à un niveau élevé pendant un petit moment, en quoi ça peut modifier l'action de la Caisse des dépôts ? Alors d'abord, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les établissements financiers. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'économie, parce que le taux d'intérêt à long terme... Ça paraît pas évident comme ça. Le taux d'intérêt à long terme, c'est un peu comme le niveau de la mer pour un marin. C'est quand même la base à partir de laquelle on regarde quelle est la rentabilité d'un investissement, quel est le coût de l'argent. Et l'argent... Mais qu'un coût zéro, tous les investissements sont rentables. Oui, mais justement, c'est ça qui est pas bien, c'est que du coup, on manque de sélectivité. Donc, le fait que l'argent ait un coût, je pense, c'est quand même un impératif économique de long terme. Et donc là, pour discriminer les bons des mauvais projets. On ait retrouvé quelque part une boussole aussi pour le dire autrement. Alors, c'est clair que ça a un impact parce que ça rend les projets plus onéreux. Tous les marchés obligataires sont en train de s'ajuster. Nous, on a été préparés à ça. Je vais vous donner un exemple. Comme les taux à long terme étaient à taux zéro négatif, et comme on a une grande liberté de manœuvre, ça fait 3 ans qu'on n'en achète pas. Donc maintenant, on a une capacité d'investissement qui est importante. Et pareil pour les actions, on a été prudent dans les achats, on a plutôt cédé récemment. Et donc, on a une capacité d'investissement qui est intacte, confortée par ces bons résultats. Et donc, on sera encore plus présent aux côtés des territoires, du logement social et des entreprises d'ailleurs, parce qu'on est aussi aux côtés des entreprises. 2023 ne sera pas aussi bon que 2022 pour la Caisse ? Alors, pour nous, ce qui est important, c'est notre degré d'engagement auprès des territoires. Donc, il faut qu'on prête plus, il faut qu'on investisse plus. Par exemple, sur le climat, on avait engagé 60 milliards d'euros sur la période 2024. On a déjà dépensé plus de 50 milliards.
Donc on va rehausser l'objectif. Donc l'important c'est encore plus à la transition combien on énergétique. prête, combien on investit pour notre priorité qui est effectivement la transformation écologique et énergétique. Qui s'exprime comment, pardon, au quotidien? On voit des sommes, 50 milliards, ça paraît énorme, concrètement dans les projets, dans les territoires. Dans l'ordre, la génération d'énergie renouvelable, on a constitué avec des partenaires l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires en 2022, en solaire, en éolien, dans les énergies renouvelables. C'est les mobilités douces. Les bus propres, les bornes de recharge de véhicules électriques, c'est demain les RER métropolitains. Et là, vous faites quoi dans ce cadre-là? On finance les collectivités locales, on finance les opérateurs qui installent les prises, on finance les investisseurs qui installent les panneaux solaires, etc. Alors, selon les cas, c'est en général les prêts des fonds d'épargne qui peuvent être très longs, et effectivement un taux indexé sur le livret A, et sur le long terme, c'est des taux qui sont tout à fait avantageux, puisqu'ils sont indexés sur le fonctionnement de l'économie. On finance la rénovation thermique, du logement social, des bâtiments publics, on finance la réindustrialisation du pays. En fait, c'est vraiment toute la transformation de l'économie que nous finançons, et pour nous, c'est ça l'essentiel. Alors, en fonction de la situation économique des marchés financiers, on verra ce que ça donne en résultat 2023. De toute façon, on aura des résultats sur lesquels je suis confiant, qui seront peut-être d'un niveau un peu moindre, mais je dirais que ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est vraiment notre contribution au développement économique. Bon, voilà, merci beaucoup. Entretien donc avec Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts, à l'occasion donc, de cette publication des résultats 2022. 4,2 milliards sur l'ensemble. Et nous avons versé à l'État, à divers titres, 2,4 milliards, donc nous sommes un excellent contribuable et on en est fiers. Ce que ne fait pas la Banque de France, qui n'a rien à voir, j'ai vu que la Banque de France ne verserait pas cette année à l'État. Alors pour des raisons qui lui appartiennent, mais j'imagine que c'est une question de ce qui reste dans l'institution pour consolider son bilan, et ce qui est versé à l'État, et j'imagine que c'est un dialogue qui s'est fait de façon harmonieuse comme toujours. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. Au revoir.